Tu le portes forcément ici ou ici, mais aussi parfois là, ou encore ici. Bref, le maillot de foot, tu peux le porter à peu près partout. Mais pourquoi ce besoin de porter les couleurs d'un club? Can I ask you some questions? Okay. Io sempre maglia da calcio, quando ero piccolo. On assume davantage de porter un maillot, il est plus circonscrit à l'espace du stade. C'est ma façon à moi de montrer mes opinions politiques. Salut. Comment te llama? So, how many jersey shirts do you have? Tu porta est-ce que tu peux me dire si tu portes souvent des maillots de foot? 3 fois par semaine, à peu près. J'en ai de toutes les couleurs parce que c'est devenu un élément de mode. Je suis plus pour le porter en mode cool, décontracté et tout. Ah, tout le temps. Dès que je mets un survêt, je mets un maillot de foot pour accompagner le tout. Moi, j'ai pratiquement tous les maillots du Paris Saint-Germain depuis les années 90-2000. How many jersey shirts do you have? Maybe like 2 or 3. So this is a very old one. It's from my private football club when I used to play it and when I was a little bit younger. It's just part of my youth. Là, j'ai le maillot du Maroc de 98 et quand je le porte, bah voilà, ça me rappelle une très bonne Coupe du Monde et du coup j'ai celui, le dernier aussi. Allora, penso di avere 5 magliette da calcio. Rappresentano tanto perché io gioco sempre a calcio, a calcetto con I miei amici e quindi mi piacciono molto, mi piace comprarle. How much could you spend on a jersey shirt? I would spend right now something like around 60 euros, but not more. Ma minimum 10 euros, maximum 20 euros. Esta lo he comprado con 35. ¿Qué es el maximum per te? Yo, 35 o 40 ya está. 50 euros, I would guess it would be right about my maximum. I think that's enough to support your team, get a nice piece of collection, but yeah, not much actually, not more. Ok, donc basiquement, porter un maillot de foot, c'est montrer son attachement à un club et plus largement à une ville. Mais c'est aussi paradoxalement parler de quelque chose lié à l'intime, à son vécu ou à son enfance. Parce que chaque maillot de foot a une histoire, et ça s'appelle le jersey telling. Et justement, on a rendez-vous avec quelqu'un qui adore les maillots, genre vraiment, et bien sûr, c'est en Italie qu'on va le trouver. Ciao, sono Carlo, vivo a Milano, sono un fotografo e un art director e sono un grande collezionista di maglie da calcio. Qui ne vedete solo alcune, ma più di 300, continuo a collezionarle. Sono italiano e messicano perché mia mamma è messicana e papà è italiano. Passavamo l'estate in Messico, nella città di mia mamma, no? Dove andavamo tutta la famiglia a passare i 3 mesi. Qual è questa città? Guadalajara. La cosa che mi ha colpito è che il calcio in Messico è vissuto ancora più visceralmente che in Italia. Ogni macchina ha l'adesivo della squadra, sui pullman vedi proprio i colori delle squadre. La gente mette la maglia, non solo allo stadio. La gente la mette quasi quando va a pregare per affidare la propria squadra, anche nei luoghi di culto, no? Cosa che mi ha molto appassionato in Messico e da subito l'ho fatta mia come passione portandolo anche qui in Italia. Quindi fin da piccolo ho collezionato maglie, me le sono fatte regalare, chiedevo sempre di comprarmele finché poi è diventata una passione che ho iniziato a investire anch'io, per cui ho iniziato a comprarle io. Io ho una squadra del cuore che è la Juve, che è la mia squadra, e in Messico ne ho un'altra che è Chivas de Guadalajara, però non colleziono maglie solo di queste squadre, faccio regalare maglie anche di altre squadre perché la maglia va oltre quella che è, no, la tifoseria, ogni maglia racconta qualcosa di diverso e mi porta dei ricordi di aspetti diversi, no? E quindi se mi giro, vedo le maglie che ho qua, ognuna ha un ricordo diverso, ognuno racconta di un'epoca diversa, di alcuni giocatori, di alcuni fatti storici accaduti e quindi questo è molto bello. E questa maglia, che è la maglia di Puma con la nazionale italiana, che hanno indossato dal 2006 al 2008, a primavera 2008, ed è la maglia con cui l'Italia ha vinto il mondiale 2006 contro la Francia.
capisco che possa essere un ricordo un po'... È un po' difficile. Questo disegno con questa ombre sotto le braccia che continuavano dietro e con questa aggiunta dell'oro, oltre al fatto che questa maglia ha la particolarità che non ha cuciture, couture, è tutto termosaldato. Però io credo che come è vissuta la maglia e il link con la propria squadra del cuore è una cultura di football oggi in Europa, penso sia l'Inghilterra. Inghilterra per come è legata un luogo, una città allo stadio, per il rapporto che c'è proprio anche urbano. La maglia da calcio, infatti anche il trend attuale, blockcore, di vestire una maglia da calcio su abiti normali, casual, diciamo che è uno stile che prende molto origine dai 90s in Inghilterra. Non so se immaginare c'è Liam Gallagher, gli Oasis con le maglie del Manchester City, è proprio uno stile che un po' prende le mosse dall'Inghilterra. Diciamo che oggi in Europa la maglia da calcio diciamo che è un oggetto di culto oggi, non solo per gli appassionati. Recentemente una mia collega mi ha detto anche io voglio le maglie da calcio per iniziare a vestire blockcore, ma lei non sa niente di calcio. Però è proprio questo, diciamo che è una diffusione di uno stile che non per forza è legata alla passione calcistica. E per me questo è molto bello, perché è il calcio che esce da quella che è il suo campo, esce poi va a toccare anche altri campi, altre passioni. E sono proprio un'icona che passa di generazione in generazione e anche di ambito in ambito. Penso adesso con l'Argentina che ha vinto i mondiali, la maglia di Maradona numero 10 del 86 è una maglia diffusissima che l'ha messa davvero tutti, non solo per la vittoria. Collectionner les maillots quand t'es passionné, c'est cool, mais quand t'es ruiné, c'est un peu plus compliqué. Parce que oui, on va parler argent. Aujourd'hui, le réplica d'un club de Ligue 1, c'est entre 80 et 90 €, sans flocage ni badge. Et le maillot authentique, soit celui que portent les joueurs sur le terrain, ça va jusque dans les 140 €. Tu l'as compris, le foot business ne se joue pas uniquement sur le marché des transferts et ses montants astronomiques, il se joue aussi dans les boutiques de sport. Pour les clubs français, le merchandising représente généralement entre 8 et 10% du chiffre d'affaires. Pour le Real ou le Barça, c'est entre 20 et 25%. Et pour Manchester United, ça va jusqu'à 30%. La tentation est donc grande de diversifier l'offre en créant de nouveaux maillots. En gros, si un club vend moins bien son traditionnel maillot rouge, il va en créer un nouveau bleu par exemple. Puis la saison suivante, un noir ou un rose. Mais les supporters n'aiment pas trop qu'on retouche aux couleurs de leur équipe favorite. Alors comment font les dirigeants pour jongler entre le merchandising et l'identité du club? On a posé la question à un spécialiste et passionné du sujet. Bonjour, je m'appelle Vincent Mourgue, doctorant en histoire du sport, travaillant sur la culture matérielle et notamment les maillots. Comment les équipementiers ont fait évoluer le produit? Comment le maillot est sorti des stades? Le fait que le football soit devenu un sport très populaire, apprécié, reconnu aussi, ça facilite le fait de porter un maillot peut-être dans la rue, où on assume davantage de porter un maillot, il est plus circonscrit à l'espace du stade. Ensuite, les clubs eux-mêmes vont surfer sur le vintage avec la réédition de maillots collecteurs et notamment la Saint-Etienne avec un maillot dans les années 2000. Après, il va y avoir dans un deuxième temps aujourd'hui le vintage avec la recherche de maillots anciens, donc plutôt maillots années 90, la plupart du temps par nostalgie. On est collectionneur parce qu'on aime le maillot de telle saison, donc on va rechercher le maillot de la saison qu'on a connu quand on était enfant. Mais vu que maintenant on est un adulte, on va le chercher dans une taille adulte. Dans le choix du maillot, on va avoir des pratiques différentes. C'est-à-dire que le maillot domicile, dans la plupart des clubs, ça doit être le maillot iconique, les couleurs du club, les symboles du club. On va avoir plutôt les supporters anciens, les supporters qui aiment bien la tradition, qui vont plutôt l'acheter. Le maillot extérieur, au départ, c'était juste le maillot domicile, mais avec les couleurs inversées. Petit à petit, il s'est détaché de cette logique-là, et donc il a été l'occasion pour les équipementiers de proposer des choses un peu plus différentes, un peu plus originales, et c'est un public souvent plutôt jeune qui va choisir ce type de maillot-là. Et après, on va avoir l'apparition du troisième maillot qui va être généralisé globalement dans les années 2000 et 2010, où là les équipementiers c'est souvent carte blanche pour eux ou presque carte blanche, et où on va chercher à conquérir de nouveaux publics. Les
supporters peuvent se définir de plus en plus comme gardiens du temple et gardiens d'une certaine tradition. Il y a régulièrement, quand on regarde les sources, et moi notamment au niveau des Girondins de Bordeaux, des reproches qui sont faits au nouveau maillot, et très souvent le 3e maillot. En 2006-2007, il est vert kaki. Les supporters ne voient pas le lien. En 2008, il est jaune moutarde. Il n'y a pas de lien non plus. 2008-2009, il est mariné rose. Donc il y a des critiques qui sont faites, notamment sur les forums. C'est nul! Des pétitions. En 1994, c'est une pétition qui est distribuée pour refuser le maillot. Il n'y a pas eu de changement, mais les clubs vont parfois sonder les supporters, tâter un peu le terrain, savoir si ce maillot peut plaire ou pas. Et de plus en plus de clubs font le choix soit d'investir directement les supporters dans le choix du maillot, voire même de dessiner, de proposer des designs de maillots afin de les impliquer au maximum dans le choix du maillot, avec parfois des projets où les supporters sont pleinement intégrés, notamment la marque Umbro qui a fait ça les dernières années, avec 3 clubs, Brentford, le Werder Brême et Lorient, où ils ont proposé aux supporters d'envoyer leurs tatouages. Et le design du maillot était basé sur des répliques de certains tatouages qui avaient été choisis parmi tous les tatouages qui leur avaient été envoyés pour ancrer encore plus le club dans son identité locale, populaire. On retrouve dans les plus gros vendeurs de maillots au-dessus du million de maillots au milieu des années 2010. Ça évolue petit à petit vu qu'on n'a pas forcément de statistiques récentes. Mais on retrouvait le Real Madrid, le FC Barcelone, Manchester United, le Bayern Munich, Chelsea. On retrouvait aussi le Paris Saint-Germain déjà en 2014. Donc on retrouve les principaux clubs européens qui trustent les principales places en Ligue des Champions notamment et qui remportent les titres nationaux régulièrement. Ce sont les plus gros vendeurs de maillots parce qu'aussi les clubs qui ont le plus de visibilité médiatique. On a toujours eu le mythe de la vente des maillots qui va rentabiliser le transfert. On a eu le cas en 1998 avec le joueur japonais Nakata qui signe à Pérouse et où le club espère que les ventes de maillots en Asie seront suffisantes pour compenser le prix du transfert. C'est le même cas avec David Beckham qui signe au Real Madrid en 2003 pour 35 millions d'euros. On a eu le même cas avec Neymar en 2017 quand il signe au PSG. Mais il n'y a pas forcément de rentabilisation immédiate. Il va y avoir une meilleure connaissance du club à l'international, une plus grande reconnaissance quand une superstar va signer. Et donc des maillots vont être vendus dans des marchés qui n'étaient pas forcément les marchés prioritaires au départ. Mais il ne va pas forcément y avoir de changement global puisque si le club grossit, le budget va forcément grossir, donc si le chiffre d'affaires grossit en proportion du reste du budget, il va rester une part plus faible au niveau des recettes merchandising par rapport aux droits télé notamment, qui sont la principale source de revenus des clubs. Bon, on le sait, le foot, ça brasse beaucoup d'argent. Mais on fait quoi quand on veut prouver qu'on aime ce sport populaire jusque dans ses tripes et pas pour son business? Bah, on va à Hambourg. I got a breakthrough, ain't gonna make do. I'm about to do it in one, ain't gonna take two. They gonna be watching my back, but I got angels. They say love hurts, but it ain't painful. I could save you, or I could erase you. Mais pas n'importe où. Au stade du club San Paoli. Ici, on est anti-raciste, anti-fasciste, anti-LGBTQ-phobie et surtout anti-foot business. Et c'est grâce à cet engagement politique que ce club de 2e division allemande a des fans dans le monde entier. D'ailleurs, on a rendez-vous avec des supporters francophones qui vont nous dire ce que ce club est de si particulier pour eux. Comment j'ai connu le club? C'est tout simple, en fait, c'est devant ma console de jeu. En fait, je jouais à FIFA. Quand je jouais face au FC San Paoli, j'avais les banderoles aux couleurs LGBT à la place des panneaux publicitaires en fait. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait comme tout le monde, je suis allé sur Google, j'ai tapé FC San Paoli, je m'en suis rendu compte que finalement j'ai rencontré un club qui est hyper tolérant, qui véhicule des valeurs qui me correspondent et c'est comme ça effectivement que je suis tombé amoureux du FC San Paoli. Originellement, je ne suis pas un fan de foot. Pour moi, le football business, etc., c'était écœurant de voir autant d'argent brasser, etc., alors qu'on a des tas de gens qui vivent dans la misère partout dans le monde. Donc j'étais contre le système du football et en fait, j'ai découvert du coup ce club qui avait cette connotation antifasciste déjà, ce qui m'a attiré dans un premier temps. Et après, quand je me suis un peu plus intéressé, je me suis retrouvé vraiment dans toutes les valeurs que véhicule le club. La grande différence entre le foot business et nous, c'est qu'au-delà du fait que le football véhicule une rentrée d'argent conséquente, ici, on préfère aider tout ce qui est associatif, au niveau des verres dans le stade, les jours de match. Vous laissez votre consigne dans le stade, votre gobelet dans le stade, pour qu'à la fin, une association, tous les matchs de la saison, récupère ces gobelets. Il faut savoir que ces gobelets, c'est environ 2 €, 2,50 € de consigne.
maintenant on produit nos maillots, enfin le club produit ses maillots lui-même. On n'a plus de sponsoring, on n'a plus de marque X ou Y. Pour pouvoir avoir un produit, on sait d'où il vient, on sait par qui il est produit, de manière équitable, au respect de la planète. Et c'est ce qui véhicule justement toutes nos valeurs. Alors au-delà des couleurs du club, on a effectivement beaucoup de maillots ou d'objets qui sont dérivés au niveau des couleurs LGBT, au niveau de la défense des réfugiés. Le club fait énormément de choses à ce niveau-là pour communiquer et pour se faire connaître. Plusieurs fois dans mes voyages, dans des festivals, en fait on se reconnaît grâce aux t-shirts, etc. Et ça, des fois ça en vient à discuter de longues heures et puis rigoler, se faire plein d'amis. C'est ma façon à moi de montrer mes opinions politiques. C'est un club à part, quoi. Tous ces combats que peut mener le club pour déjà un monde différent, pour les SDF. Il y a ce respect des femmes, environ 30% des supporters de Saint-Pauli qui sont des femmes. Et cet engagement aussi au niveau de l'homophobie, au niveau de la transphobie, etc. Ce côté vraiment politique et hors du système qui attire beaucoup, quoi. Je pense qu'on est beaucoup de personnes à en avoir marre de voir ce football qui tourne en vase clos, où il y a des sommes folles qui circulent dans tous les sens et qui parfois est vachement déshumanisé, quoi, en fait. Vous n'allez pas supporter le FC Saint-Pauli parce que vous voulez gagner la Ligue des Champions, ça va être très compliqué effectivement. Mais comme dit, c'est les valeurs qui sont belles. Et au-delà du résultat, oui, c'est exactement ça, c'est défendre ses valeurs en passant par le football, en fait. On espère que cette vidéo t'a plu et t'a permis d'en savoir un petit peu plus sur tout ce qui se cache derrière un simple maillot de foot. Pour voir notre prochaine vidéo entertainment, tu sais comment ça se passe, abonne-toi.